Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro retour sur les 10 derniers films que j'ai vus. Là, j'ai vu en tout 15 films. J'ai vu quelques films de 2024, entre autres le film de Inoxtag, Kaizen, un an pour gravir l'Everest. Et donc, j'ai vu, oui, le film de Kaizen d'Inoxtag. En 2024, j'ai vu, je sais plus trop ce que j'ai vu en nouveauté. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Vice Versa 2 aussi, que je vais vous parler tout à l'heure. Et je crois qu'en nouveauté, je crois que c'est tout. En 2024, je crois que Monk le Retour, qui est un téléfilm de 2024. On va revenir sur nos moutons, sur Monk le Retour. Au bout de 10 ans, 15 ans, je crois qu'il rempile pour un épisode spécial. Pendant des années, il a passé, je crois, plusieurs années chez lui pendant le Covid, parce que vu qu'il est hypocondriaque, il est resté chez lui pendant des années. Donc il y a son acolyte, pas no, alcoolique, hein, son acolyte féminine qui l'a épaulé pendant tout ce temps. Enfin, je crois que c'est ça, si je me rappelle, je crois que c'est ça. Et là, il reprend un petit peu du poil de la bête, et là, on le voit avec son ancienne équipe. Faire une nouvelle enquête, vous savez, les enquêtes de meurtre comme il en existe des dizaines et des dizaines dans les précédents épisodes de Monk, parce qu'à la base c'est une série, mais là ils l'ont fait sous forme de téléfilm, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors j'ai trouvé que personnellement par rapport à la série, que c'était pas aussi bien que la série, il y avait moins d'humour. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un côté un peu plus sombre du personnage incarné, qui incarne Monk, quoi. Je trouve qu'il y avait un côté un petit peu plus sombre du personnage qui était vraiment intéressant. Mais après, le côté humoristique, on perd un petit peu ce côté un petit peu humoristique qu'on avait dans la série. Mais en tout cas, c'est plutôt un épisode nostalgique, parce que ça nous rappelle un petit peu la grande époque de cette série Monk. Ça nous fait plaisir de revoir les personnages secondaires, mais aussi de revoir le personnage central qui est Monk, qui est toujours aussi hypocondriaque qu'avant. Mais il n'y a pas cette petite touche qu'on avait dans les épisodes de la série. Qu'est-ce que j'ai mis en pitch? Qu'est-ce que j'ai mis? Un grand plaisir de voir notre grand Talkman dans un téléfilm en 2 parties pour clôturer à la perfection cette superbe série. Le téléfilm est moins drôle et en deçà de la série, mais le téléfilm propose une fin assez touchante. Oui, j'ai oublié de vous en parler, le final est vraiment très très bien fait et très touchant. Vraiment, j'ai fait, waouh, c'est pas mal. Ils ont fait un peu un style un petit peu à la... Je sais pas si vous connaissez avec Jennifer Love Hewitt, là, un petit peu à la... comment elle s'appelle la série Ghost Whisperer. Vous savez l'espèce de série là, avec les fantômes là, avec Jennifer Love Hewitt, Ghost Whisperer. Voilà, je sais pas comment ça se prononce, mais bref, je pense que vous m'avez compris. Propose une fin assez touchante avec un côté plus sombre du personnage. Oui, donc comme je vous ai dit, il y a que 15 films. Ne vous fiez pas au générique de début, je vais pas refaire un générique parce qu'il y a marqué 16 films et là j'en ai vu que 15. Je vais pas me faire chier à refaire un générique pour si peu, quoi. Ensuite, j'ai vu un film, une comédie populaire et même un classique de la comédie française. C'est Papy fait de la résistance. Malheureusement, Papy fait de la résistance n'a pas fonctionné sur moi. J'adore les films du Splendide, mais le problème, c'est que je trouve que déjà le scénario, il est assez vain, il est assez pauvre, on voit un petit peu tout ce qui se passait pendant la guerre. Oui, c'est toujours intéressant de nous faire voir un petit peu à l'époque des Allemands, des collabos, etc. Bon, c'est un petit peu toujours la même rengaine. C'est intéressant de voir un petit peu ce qui se passait pendant la guerre d'une façon un petit peu plus humoristique et un petit peu plus un petit côté satire. Mais le problème, c'est que le côté satire, je l'ai pas trop ressenti. Je trouvais que le scénario c'était assez vain. Je suis resté vraiment sur ma faim. D'ailleurs, je suis tellement resté sur ma faim que j'ai même pas fini le film. J'aime l'humour et les films du Splendide, mais alors ce film est pour moi un gros pétard mouillé. À l'humour lourdingue. Oui, l'humour est vraiment très lourdingue. J'ai ri à de rares occasions et une ou deux fois c'était du rire plus forcé qu'autre chose. Et je trouve aussi que le rythme est assez foutraque. Cette satire me laisse de marbre. Oui, vraiment totalement de marbre.
Je sais pas où ils ont voulu en venir, nous faire voir quoi de la guerre, j'en sais rien. Il y a un côté, c'est fait un peu avec le cul, je trouve. Je comprends pas pourquoi ce film, il est vraiment ok. Oui, il y a les décors, il y a le décor, l'univers, les costumes, qui est intéressant à voir dans ce film. Tout comme les dialogues, d'ailleurs, le casting est généreux, pas comme le scénario que je trouve assez vain. Voilà, c'est ce que j'ai marqué dans le pitch sur Captain Watch, que vous pouvez retrouver toutes mes critiques sur Captain Watch. Ouais, c'est pas Piffé de la Résistance, c'est vraiment pas pour moi ni un film culte, ni un classique. Et encore moins un classique, quoi. Je ne comprends pas l'intérêt que portent les gens pour ce film, quoi. Vraiment. Ensuite, j'ai vu un superbe film très touchant, c'est L'été de Kikujiro. Donc c'est l'histoire d'un petit gamin auquel son père, je crois que son père il est décédé, sa mère a travail, donc elle peut pas s'occuper de son fils. Sa mère elle est à je sais pas combien de kilomètres. Non, c'est son père ou ça. Oh, je sais plus. Ah, je sais plus. Attendez. Masao s'ennuie, il habite Tokyo avec sa grand-mère qui travaille toute la journée, grâce à une amie de cette dernière. Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant, avec lequel il part à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas et qu'il vit au bord de la mer. Oui, parce qu'il vit avec sa grand-mère. Et donc ils vont faire un périple tous les deux. Ils vont faire un périple tous les deux et le mec en question là, le yakuza, bon, au début c'est un gros connard avec le gamin, bon, c'est ni un violeur ni un harceleur ni rien, mais voilà, on voit qu'il est, il est de l'ancienne génération, on voit que c'est un yakuza, voilà, il fait pas semblant quoi, je veux dire, c'est un gars voilà qui, voilà, il faut pas le faire chier parce que voilà, il a du sang sur les mains, donc même si c'est un gamin, au début ça se passe mal avec le gamin. À deux ou trois fois, au début, au début, il a la limite de lui taper dessus, quoi. Tu vois, il a la limite de l'abandonner et tout. On sent vraiment qu'au début, c'est un enculé avec le gamin, mais on voit quand même qu'il a, au fond de lui, il a quand même un bon fond. Mais ça, il faut le découvrir au fur et à mesure du film. Je trouve que c'est un roi de trip, un roi de movie, surtout à pied. Hein, ça se fait surtout à pied, mais aussi en voiture. Il y a un attachement qu'on apporte à ces deux personnages entre ce yakuza et ce petit gamin. Je trouve que c'est frais, c'est rafraîchissant. On voit un petit peu les paysages. C'est au Japon, hein, je crois. Je trouve que c'est bien interprété, c'est interprété majestueusement bien par les deux acteurs en question. Je vais pas vous citer le nom des acteurs parce que j'ai peur de débrécher leur nom, quoi. J'ai un petit peu peur de mal prononcer leur nom, quoi. Donc pour moi, le Yakuza, c'est un peu un père de substitution vu qu'il a perdu son fils. C'est très touchant. Bon, des fois, il y a un rythme un petit peu foutraque. À certains moments, c'est un peu lent quand même. Mais je trouve que l'été de Kikujiro, réalisé par Takeshi Kitano, est vraiment une petite pépite. Avec des petites musiques que j'ai trouvé vraiment exceptionnelles. Qu'est-ce que j'ai mis ? Un road trip japonais sombre, tendre et drôle à la fois. Oui, il y a des moments assez durs dans le film. Assez sombre, assez dramatique, avec une petite touche d'humour aussi par moment. C'est une comédie dramatique sur fond de road movie, quoi. Portée par un père de substitution interprété majestueusement bien par Takeshi Kitano. Interprété... Ah bah non, je crois que c'est le nom de... Attends, je sais plus. Et un petit bonhomme prometteur et talentueux. Un film qui nous transporte dans un voyage hors norme, insolite, parfois trop fantasque, avec une BO exemplaire. Oui, il y a un petit côté un petit peu par moment... Les réactions du Yakuza, il y a des fois, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? C'est un peu malaisant, c'est mal dosé, il y a des moments, c'est un plus malaisant qu'autre chose. Il y a des moments, tu te dis, pourquoi il s'énerve comme ça? Pourquoi il y a des moments, tu te dis, le mec, pourquoi il fait ça, quoi? Il y a des moments, le Yakuza, il est un peu zarbe, quand même. Il est vraiment zarbe, tu te dis, t'es pas bien, toi. Il y a des trucs un peu malsains quand même à certains moments. Je comprends pas trop ce que ça fout là. Bon. Ensuite, j'ai vu le film Vice Versa 2, qui est la suite du premier Vice Versa avec cette fameuse gamine au début qui a des émotions. On voit dans sa tête toutes les émotions. Alors personnellement, j'ai pas revu le Vice Versa le premier depuis un bon moment. Je trouve que le rythme était un peu plus soutenu dans le 2.
Je trouve qu'il était plus dynamique, l'univers était toujours aussi riche. Bon, il était peut-être un peu répétitif, vu qu'il y avait déjà le premier, mais bon, évidemment, un univers, on peut pas non plus l'étendre à l'infini. Mais l'univers, ils ont quand même réussi à rajouter des choses. Ils ont quand même réussi à rajouter des choses par rapport au premier. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les nouvelles émotions. La façon d'aborder l'adolescence aussi, que j'ai trouvé vraiment bien écrit, bien fait. Après, le seul bémol que je donnerais, c'est que toute l'action à l'extérieur de la tête de la gamine, ça se déroule dans un terrain de... C'est quoi? C'est du basket, je crois. Ça se déroule pas... Voilà, c'est-à-dire, l'univers s'arrête... je parle en dehors du cerveau de l'adolescente. Ça se déroule vraiment dans un lieu très restreint, donc... Ils peuvent pas exploiter à fond l'univers à l'extérieur. Il y aurait tellement de choses à faire entre le cerveau et l'extérieur. Là, ça se déroule un petit peu dans un huis clos. J'ai dit, putain, un univers comme ça, merde, putain, il faut quand même que l'extérieur réagisse avec le cerveau. Voilà, c'est tellement un univers vaste que tu te dis, se concentrer que sur un terrain de l'école et terrain de tennis, terrain de basket. Oui, c'est du basket. Qu'est-ce qu'ils font comme sport, en fait? Je sais même plus. Je vous dis, mais le sport, il m'a pas marqué. Je sais plus. Non, c'est du... Oh, je sais plus. Je suis désolé, j'ai perdu le nom du sport. Et c'est pas ce qui m'a marqué le plus, quoi. L'activité en lui-même. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'univers est toujours aussi riche. J'ai adoré les nouvelles émotions et les anciennes émotions. Il y a un petit côté aventure que j'ai bien aimé, mais dommage que l'univers, il exploite pas à fond en dehors du cerveau de la gamine. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pas envie qu'elle fasse 3 heures, ma vidéo. Je vais un petit peu raccourcir un peu cette vidéo pour que ce soit plus digeste pour vous. Les nouvelles émotions abordent à la perfection l'adolescence. Les nouvelles émotions n'arrivent pas à cohabiter avec les ex-émotions. Et typiquement le reflet de la puberté. Ouais, ça parle bien de la puberté. L'animation est magnifique et les personnages sont attachants. Une histoire bien ficelée, excellent rythme. Mais je crois que je préfère le 2 au premier, moi. Ensuite, alors là, j'ai vu le film Titane de la réalisatrice qui avait fait Grave que j'avais trouvé. D'ailleurs, on en parle de l'actrice de Grave dans le film. Elle est grave mignonne. Enfin bref, Grave de Julia Ducournau, qui est magnifique aussi. Vous avez déjà vu le physique de Julia Ducournau? Elle est magnifique, cette actrice. Vraiment, je sais qu'il ne faut pas sexualiser les femmes, nana, mais on a le droit de dire qu'une femme est belle. Je suis désolé. Moi, s'il y a une meuf qui me dit, qui parle des mecs, qui dit les mecs qui sont jolis, nanana, je vais pas dire, ah, c'est de la misandrie, c'est sexiste. Non, je vais fermer ma gueule et je vais dire merci. Voilà, bon, encore un coup de gueule. Enfin bref, Julia Ducournau qui est étonnamment nous surprend une nouvelle fois. Personnellement, Grave, j'avais bien aimé, mais ça m'avait pas choqué de fou. C'était un petit truc à la cannibale, mais bon. Bon, limite, c'était soft, quoi. Limite, bon, à un moment, à bouffe de la chair humaine. Bon, ça a été vu des dizaines de fois, hein, le cannibalisme dans les films. Là, en plus, c'était léger. Il y a une scène ou deux qui m'avait impressionné dans Grave. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Grave. Là, on est là pour parler de Titane, qui est un peu une métaphore esthétisée sur la beauté et sur la transidentité. Oui, j'ai regardé un petit peu mes notes. Poussé à l'extrême, je trouve que l'actrice qui incarne ce film est vraiment brillante. Esthétiquement parlant, tout ce qui est les néons esthétisés, couleurs, etc. La mise en scène, les plans de caméra, de la façon que c'est filmé. Ok, le film là-dessus esthétiquement est très esthétisé. Après, niveau violence, alors oui, il y a de la violence assez... Il y a beaucoup de violence frontale, vraiment de la violence... je dirais pas violence organique, de la violence extrême. À certains moments, oui, ça tape dans l'art. C'est assez gore. Il y a certains moments où c'est assez gore au niveau de la violence. Après, le problème, c'est qu'en fait, ça part dans un délire où la meuf, elle devient vraiment un bonhomme, quoi. Mais vraiment, elle devient vraiment un bonhomme. On sait pas trop pourquoi elle est devenue comme ça. Est-ce que c'est à cause de
parce qu'elle s'est fait greffer une broche en fer dans le cerveau. Est-ce que c'est ça qui l'a rendu complètement psychopathe, complètement psychopathe? Oui, parce que ça part un petit peu comment ça s'appelle? Ça part un petit peu en slasher, quoi. Ça part vraiment un petit peu en slasher, puisque la meuf, elle est pas déguisée, on va dire qu'elle a pas un masque, mais elle a quand même un truc qui lui permet quand même de devenir complètement folle. As-tu les mecs les uns après les autres? As-tu des amis qu'il y a dans un appartement? Bref, j'ai bien aimé le début, je dis putain, ça va partir en un thriller, en un slasher plutôt jouissif. Et après, elle rencontre... comment elle s'appelle? Comment il s'appelle déjà elle va rencontrer Vincent Lindon, qui est pompier. Donc, il va y avoir tout l'univers autour des pompiers, que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai bien aimé la relation entre lui et puis son fils. Enfin, lui, on va dire qu'il est un petit peu en déni, parce que il sait très bien pertinemment que c'est pas son fils qui l'a retrouvé. Enfin, il le sait sans le savoir, il est un peu dans le déni total, parce qu'il veut pas revivre une deuxième déception, de se dire ça c'est mon fils et ça restera mon fils, même si je sais que c'est pas mon fils, je t'accueille à bras ouverts comme mon fils. Et il voulait pas savoir la vérité, il voulait cacher la propre vérité, il voulait pas remettre le couteau dans la plaie, quoi. Donc pour lui c'était son fils et il voulait pas en savoir plus, quoi. Voilà, il était borné. J'ai bien aimé la relation entre les deux. D'ailleurs, l'actrice c'est Agathe Roussel, et avec Vincent Lindon. Il y a celle-là de Graves, il y a Garance Marillier qu'on voit à un moment donné à poil, très jolie d'ailleurs, hein. Moi je respecte, très très belle femme, franchement, moi ça me va. J'ai bien aimé ce film, et le problème c'est que ça part trop, le final ça part dans un délire trop métaphorique, trop on dirait un petit peu les films à la Christophe Honoré, dans des délires complètement psychédéliques, complètement, on sait pas trop où le message veut nous emmener, nous faire voir peut-être la transidentité. Alors ce qui est bien, c'est que c'est un bon moyen de contraception, ce film. Au moins, si tu touches ton corps, tu sais qu'est-ce que ça peut devenir. Voilà, c'est un bon moyen de contraception pour ceux qui sont en transidentité assez toxique. Tout ce qui est... comment ça s'appelle, la transphobie, tout ce qui est trans, vous savez, ceux qui ont dit ouais la transphobie, nanana, transphobe. Bref, c'est pas un film transphobe, mais ça met en garde contre les dérives de la transphobie, de la transidentité. Voilà, jusqu'à où on peut y aller. Et là, en ce moment, on voit que la transidentité devient plus toxique que réellement une avancée progressiste sur le corps humain et sur notre propre humain, notre propre corps humain. Les politiques commencent à se rendre compte que c'est toxique de changer de sexe sans arrêt, que les gamines de 8 ans puissent changer de sexe, que ça soit remboursé par la Sécu, qu'on puisse faire ce qu'on veut de notre corps, qu'on puisse être une licorne et le lendemain qu'on puisse changer de sexe, baiser avec différents genres sexuels. Enfin bref, je vais pas faire un monologue ni faire une thèse ou une antithèse sur ce sujet de société qu'est la transidentité, le fait qu'on peut être une licorne, qu'on peut changer de sexe, que c'est bien vu maintenant par notre société et tout. Bref, je suis pas là pour juger ceux qui sont transsexuels, je suis là pour mettre en garde contre les dérives. Et franchement, ceux qui sont transsexuels et qui n'admettent pas qu'il y a des dérives, vous êtes dangereux. J'ai que ça à dire, vous êtes des dangers publics. Voilà. Moi, je suis pour la transidentité à condition que ça soit géré, à condition que ça soit géré, contrôlé, avec des psys, qu'on puisse pas faire n'importe quoi non plus, et que ça soit strictement interdit aux mineurs. Qu'on n'en parle pas dans les écoles avant 18 ans. Voilà. Je suis contre la transidentité avant 18 ans. Après, on fait ce qu'on veut de notre corps. Mais ça devrait pas, hormis pour ceux qui sont nés dans le mauvais sexe, dans le mauvais corps et dans le mauvais sexe. Ça arrive. Ça, c'est des cas qui peuvent arriver. Mais après, quand je vois, oui, je suis une licorne, mes haltères, je suis différents haltères par jour. Et là, c'est plus la psychiatrie plutôt que le bien-être et le corps humain. Voilà. On peut pas faire ce qu'on veut avec notre corps.
Voilà, c'est ce que je veux dire. La société n'a pas à payer les caprices des gens qui ont des problèmes psychiatriques et des problèmes dans leur corps et dans leur esprit. Voilà. J'ai que ça à dire. La transidentité, oui. Pour les gens qui en ont vraiment besoin, oui. Pour tout ce qui est supercherie, l'endoctrinement de ce genre de pratique, je suis contre. Et est strictement interdit pour les mineurs. Voilà un petit peu ce que je pense. C'est pas, vous savez, je suis pas transphobe, mais je suis pour une transidentité mesurée, réfléchie. Voilà. J'ai que ça à dire. Après, quand je dis le mec, ouais, il a une licorne et tout, va voir un psy, mec. J'ai que ça à dire. Ensuite, eh ben, je crois que j'ai fait un peu le tour. Qu'est-ce que j'ai mis Attendez. J'ai même... Ah, j'ai pas détesté le film. Alors j'ai marqué en gros, c'est grave, docteur. Ouais, grave comme le film, l'ancien film de Julia Ducournau. Une métaphore esthétisée sur la beauté et sur la transidentité, poussée à son paroxysme. La plus glauque qui soit. Ça se laisse regarder, ça n'a aucune putain de logique. Mais on se laisse entraîner par tout ce merdier. Et j'ai marqué Vincent Lindon. What the fuck? Qu'est-ce que vient foutre Vincent Lindon là-dedans? Je sais pas. J'ai bien aimé, mais par contre, je trouve que ça part trop dans un délire métaphorique. Voilà, c'est un peu brouillon. Je sais pas où le film veut nous emmener dans tout ça. Est-ce que c'est pour dénoncer la transidentité? Est-ce que c'est pour la glorifier? Je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'elle a voulu nous emmener, elle, mais en tout cas, voilà. Ensuite, j'ai vu L'Emmerdeur, qui est encore un film avec un François Pignon. Sauf que là, c'est avec Lino Ventura et l'excellent Jacques Brel. Oui, Jacques Brel n'a pas fait que de la musique, il a fait du cinéma aussi. Un tueur à gages voit ses plans contrariés par un encombrant dépressif. Alors, contrairement aux autres films de... C'est Édouard Molinot, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, attendez, j'ai un petit souci là. Attendez. Je trouve que pour un film avec un François Pignon, pour moi c'est un film assez anecdotique. C'est pas le plus marrant, je trouve qu'il a un rythme un peu foutraque. Bon, les deux personnages, Lino Ventura et Jacques Brel, ok, ça fonctionne bien. Il y a que la seconde partie que je trouve peut-être ça bouge un peu plus, c'est peut-être un peu plus fun, un peu plus entraînant. La première partie dans l'hôtel, je trouve que c'est un peu poussif, l'humour est un peu poussif. J'ai marqué un Weber anecdotique pour un premier François Pignon par rapport à un dîner de cons, la chèvre, les compères ou tais-toi. Mais le sang-froid et le regard de Lino Ventura vaut son pesant d'or. Oui, cet acteur, il a un jeu d'acteur exceptionnel. C'est pas mon style de jeu d'acteur préféré. C'est vrai que Lino Ventura, je l'aime bien. Je l'ai découvert vraiment dans ce film. Je trouve qu'il a une prestance, il a un charisme, voilà. Il a un charisme assez impressionnant. Donc c'est vrai que ça nous captive, quoi, en tant que spectateur. Jacques Brel, il fait vraiment le dépressif à la perfection. Une deuxième partie un petit peu, qui rattrape un peu le tout, qui vaut son pesant d'or. Un Brel exceptionnel. La seconde partie propose quelques gags sympathiques. Pour moi, c'est pas le François Pignon. Je croyais que c'était un, je me rappelais plus que c'était ce réalisateur, mais bon, enfin bref, c'est quand même un François Pignon. C'est pas le film avec un François Pignon. Je crois que c'est un film de Francis Weber, moi, d'ailleurs. J'ai complètement fait fausse route. Parce que Francis Weber... Attendez, un dîner le con... Attendez, je regarde quelque chose. Attendez, ça arrive. Je regarde quelque chose. Allez moi, je croyais que c'était vraiment un film de Francis Weber, mais en fait, non. Je croyais que les pignons, c'était que avec... Je croyais que les pignons, c'était que avec le réalisateur Francis Weber, mais en fait, non, je me suis un peu fourvoyé dans ma logique. Enfin, bref... L'emmerdeur, pour moi, j'aime un peu, mais il est anecdotique par rapport à la chèvre, les compères, tais-toi ou le dîner de con. Pour moi, c'est le premier François Pignon, mais c'est pas forcément le premier, que c'est forcément le meilleur. Bref, j'ai vu ensuite le film Neuilly-sur-Mer, qui est un peu une comédie sociétale entre un jeune de banlieue et un riche du 16e. Ils sont, je sais plus, ils sont quoi comme famille, je crois qu'ils sont... Ah, mais je crois que c'est... Je sais plus. Samy Ben Boudoua, de 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Chalon. Hélas, le destin l'arrache un jour à son paradis et le propulse dans l'enfer de Neuilly-sur-Seine. Là, il est confié à sa tante. Ouais, c'est sa tante, voilà. Ouh. Ah. Attendez.
C'est marrant, ça, des fois, ça fait des... Ouais, il fait encore plus sombre que tout à l'heure. Il est confié à sa tante Jamilia, qu'il rencontre pour la première fois, et à son ami Stanislas de Chazelles, l'héritier d'une vieille famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières. Attendez, je vais essayer quelque chose, là. Attendez. Tac. Bon. Ouh. Voilà, c'est bon. La lumière s'est barrée, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, c'est une petite comédie que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Je l'ai fait voir à ma mère. Elle a plutôt apprécié, d'ailleurs, je crois qu'elle l'avait déjà vu. La complicité entre le jeune de banlieue et son... Je crois que c'est son cousin, du coup, fonctionne à merveille. Il y a un petit choc, des cultures, des générations que j'ai trouvé plutôt sympathique, avec une petite histoire que j'ai bien aimée. Les gosses sont vraiment attachants, avec un humour... Oui, c'est un film feel good que j'ai bien aimé, avec un humour simple, efficace. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était une petite comédie très sympathique. J'ai mis une comédie sociétale entre un petit jeune de banlieue de cité et un gosse de Neuilly, une idée sur les classes sociales exploitées convenablement. Oui, c'est vrai que je trouve que l'histoire est bien écrite dans l'ensemble, avec une petite histoire sympathique, bien ficelée, au casting qui révèle au grand jour Samy Seguir. Samy Seguir, c'est celui qui joue le petit jeune de banlieue. Des gosses attachants, à l'humour top. Et franchement, honnêtement, je trouve que le petit gamin joué par Samy Seguir joue vraiment très bien. Il y a aussi Jérémy Desnidi qui joue Charles de Chazelles, bah, l'autre gamin, le richou là, qui joue plutôt bien. Et la tante Rachida Brakni, elle joue pas mal. Il y a aussi Denis Podalides qui est pas mal, qui est vraiment pas mal du tout aussi. Enfin bref, petit film, petite comédie sympathique, bien réalisée, bien mise en scène, avec une photo classique, des plans de caméra classiques. Vraiment sympathique. J'ai pas grand chose d'autre à dire, parce que bon, il y a des fois, je vais pas revenir 3 heures sur un film. Ensuite, j'ai vu Beetlejuice, le premier du nom. Alors, ce qui est marrant avec ce film, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'ai fait... Ouais, bon, sympathique. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai fait... Ah, c'est sympa. Et maintenant, je kiffe de plus en plus. Je vois ce film, plus je l'adore. Ce côté sombre, ce côté sombre sur la mort, avec un côté très sombre, très noir. Cette ambiance horrifique, cette ambiance cartoonesque que j'ai bien aimé aussi. C'est le couple qui est vraiment génial. L'univers dans le monde des morts, c'est génial, c'est beaucoup de créativité. Ce que j'aime bien aussi, c'est celui qui incarne Beetlejuice, Michael Keaton, que je trouve vraiment génial en Beetlejuice. J'arrive pas avec ce nom. Michael Keaton, que je trouve exceptionnel. D'ailleurs, que la première fois que j'ai vu le film, j'ai confondu avec Johnny Depp. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Johnny Depp, je trouve. C'est une petite histoire que je trouve sympathique, un petit huis clos sympa, à l'humour très morbide. Ça fait peur, mais sans faire peur. Ça fait peur un petit peu pour les gamins, mais franchement, c'est léger, c'est super bien fait. C'est le rythme est assez, le rythme est plutôt sympa parce que ce rythme très cartoonesque, vraiment, j'ai adoré. Bon, il y a des moments un petit peu de flottement aussi, mais franchement, c'est riche en créativité. L'univers entre les morts et les vivants, j'ai trouvé ça vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai marqué Burton excelle. J'ai beaucoup aimé les décors en practical. Oui, il y a tout l'univers des décors en practical que je trouve vraiment... voilà, c'est un côté fait main que j'aime beaucoup. Des effets spéciaux fait main que j'aime beaucoup. Le make-up, oui, les costumes et puis le maquillage des personnages est super bien fait. Et la créativité de la mise en scène en proposant une relation insolite entre les morts et les vivants. Oui, il y a un côté... il y a un petit côté... Est-ce que vous vous rappelez un petit peu du film Les Autres? Eh ben, ça me rappelle un petit peu le côté Les Autres, mais dans un autre délire, Beetlejuice. Il y a un petit côté Les Autres, mais sauf que les morts savent qu'ils sont morts. Voilà. Pas comme les autres, mais il y a un petit côté Les Autres que j'aime beaucoup. Bon, même si le film Les Autres n'existait pas à l'époque de la sortie de Beetlejuice. Dans une superbe ambiance horrifique, cartoonesque au casting exquis. Rythme bancal, facilité scénaristique.
Oui, il y a des moments un petit peu, je trouve, de facilité scénaristique. J'ai reconnu un ou deux moments, je me dis, bon, en fait, oui, ça devait se passer comme ça, mais en fait, bon, ils ont complètement oublié ils ont complètement oublié ils ont complètement oublié le, cette problématique, ils en parlent plus à la fin. Bon, c'est un peu, bon, il y a certaines problématiques. Bon, ça s'envole un peu au fur et à mesure du film. Tu te dis, en fait, il devait se passer ci, il devait se passer ça, mais en fait, on sait pas trop. Bon, à la fin, bon, ça se passe comme ça. Il y a plein de problématiques qui ne sont pas résolues. D'ailleurs, est-ce que ça va se résoudre dans le Beetlejuice 2? Je ne sais plus. D'ailleurs, je me rappelle plus trop des problématiques que j'avais relevées dans ce film. Mais il y a des facilités scénaristiques, effectivement. En tout cas, je trouve que j'ai adoré au casting. J'ai adoré, comment elle s'appelle la gamine là, Winona Ryder, d'ailleurs qu'on retrouve, je crois, dans Beetlejuice 2 aux côtés de Jenna Ortega et de Michael Keaton. Et le couple aussi, je crois que le couple, on le retrouve, je crois, dans le 2, je sais plus. En tout cas, il y a Jenna Ortega. Le film est sorti il y a pas longtemps. J'ai envie de le voir, moi, Beetlejuice. Du coup, ça me motive de voir la suite. Petit film sympathique avec une bande originale exceptionnelle, un univers riche, quelques facilités scénaristiques, un bon petit délire signé Tim Burton, avec un humour, très morbide, très sympathique, un humour horrifique. Putain. Bref, un super film. Vraiment un Burton que j'apprécie de plus en plus. La première fois que j'avais vu, je m'étais un peu ennuyé, puis je crois que j'ai grandi avec le temps et je l'apprécie grandement, quoi. Ensuite, j'ai vu le film La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Alors là, attendez. Tom Cruise, dans ce film, déjà, il est exceptionnel. Il joue vraiment le père, un peu le patriarche de ce film où il protège ses gamins. Il est exceptionnel en tant que héros, en tant que père héros. C'est vrai que ça manque beaucoup le côté père héros dans les films. Oui, parce que ça fait trop patriarcat. Je l'adore dans ce film. Tom Cruise. Bref, pour moi, ce film, il est exceptionnel. Ça aborde les extraterrestres d'une façon la plus poisseuse qui peut exister. Les extraterrestres sont horribles. Vraiment, ça nous rappelle un petit peu les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Les nazis, on pourrait les qualifier de nazis, les extraterrestres. On voit vraiment la face très sombre des extraterrestres quand ils bouffent les humains et tout. Il y avait Nob d'ailleurs qui avait repris un petit peu ce concept un peu à la Guerre des Mondes, mais qui était raté, qui est la version... Pour moi, Nob, c'est la version Wish de la Guerre des Mondes. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Il y a un côté oppressant, on a vraiment peur. Il y a un côté très mécanique des extraterrestres, un côté très mécanique, un côté très très palpable au niveau de la des bruitages, au niveau des bruitages des machines, enfin des machines extraterrestres. Dès qu'on entend le bruit mécanique de ces bestioles extraterrestres, on est tout de suite dans l'ambiance, ça nous fout les boules, on a peur pour les personnages. Ce film au cinéma, ça devait être vraiment une dinguerie parce que les effets spéciaux, le gigantisme des extraterrestres est exceptionnel, ça nous fout la boule au ventre. Pour les personnages, c'est bien rythmé, c'est super bien fait. On passe par toutes les émotions, la peur, l'effroi, en passant par l'impuissance. Le côté bruitage des machines. En plus, il y a plusieurs styles d'extraterrestres, plusieurs dangers qui se déroulent dans tout le film. On a vraiment peur pour les personnages. La gamine, attendez. Comment elle s'appelle la petite gamine là? Dakota Fanning. J'ai jamais vu une gamine jouer aussi bien la peur. Cette gamine, ouah, elle m'a mis dans le mal. Il y a aussi Justine Chatwin qui joue aussi l'adolescent, qui joue vraiment pas mal, qui joue un petit peu le mec qui veut aller au front, qui veut niquer les extraterrestres, mais bon, son père il l'en empêche un peu. Ce film pour moi est une merveille cinématographique, un bonheur cinématographique, avec une ambiance, un rythme effréné, la peur, l'effroi, l'impuissance,
un peu d'humour, peut-être par-ci par-là, il y a peut-être un ou deux passages avec un peu d'humour. Un casting parfait, l'un des meilleurs films extraterrestres. J'ai pas peur de dire des mots, c'est pour moi l'un des meilleurs films extraterrestres que le cinéma a fait. J'ai pas peur de dire les termes. Une ambiance horrifique dans un survival apocalyptique et familial où nous passons dans une palette d'émotions de la peur à l'effroi en passant par l'impuissance. Le film a une mise en scène exemplaire qui met à l'épreuve le public. Les bruitages, les SFX et le casting sont dantesques. Voilà. Superbe film. Bref. Ensuite, j'ai vu Génial, mes parents divorcent. Un film sorti en 1991, qui est un film d'ailleurs français. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve au casting la petite... Pourquoi elle y est pas Ah, mais ça m'énerve. La fille de Lasco. Mais pourquoi elle y est même pas? Putain, et ceux qui font le casting, franchement, sur Captain Watch, vous devrez le démissionner parce que franchement, il y a de ces erreurs. Je sais pas pourquoi elle y est pas. Non, c'est pas Clémentine Célari, c'est la petite gamine. C'est la petite gamine qui joue là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais bref, ça m'énerve ça. Je sais pas qui c'est qui fait le casting, mais franchement, le casting il est vraiment fait avec le cul. Je vais le signaler à Captain Watch parce que il y a beaucoup trop d'erreurs. Comment elle s'appelle, la petite gamine Jennifer Loré. Voilà, c'est l'une des personnages principales, elle y est même pas. Va me dire, va comprendre pourquoi, toi. Bref, c'est l'histoire d'une rivalité entre deux bandes dans une école primaire. Bon. Ça se déroule beaucoup à l'extérieur. C'est un peu une sorte de la guerre des boutons, mais sans la guerre, quoi. Sans le côté guerre qu'on retrouve dans la guerre des boutons et dans la nouvelle guerre des boutons. C'est un peu une guerre des boutons 2.0, quoi. Bref, c'est une rivalité entre deux bandes. Sauf que au lieu de couper les boutons, leur but c'est de faire séparer leurs parents. Donc il y a les divorcés face les parents divorcés aux parents non divorcés. Il va y avoir des rivalités que je trouve vraiment sympathiques. Le casting est plutôt sympa, le film il est plutôt il est assez entraînant, les gamins sont vraiment attachants. Qu'est-ce qui se passe là? Hop. C'est un petit film franchement mignon. Avec des gamins vraiment attachants. Moi, celui que j'ai bien aimé, c'est la petite romance. C'est vrai que ça me rappelle vraiment la guerre des boutons. Ce que j'ai bien aimé, c'est entre Jennifer Lorette et je sais plus comment il s'appelle, le petit gamin. Bref, le casting il est fait avec le cul. Avec le gamin, avec le petit gamin, je trouve que la romance entre les deux fonctionne bien. Tous les gamins sont attachants. Il y a le petit gamin, chaque fois qu'il va dans la maison de la presse. Bonjour, je voudrais une tranche de jambon. Alors sauf que c'est une librairie, mais c'est pas du tout une boucherie. Bref, à chaque fois il y a ce running gag qui ressort qui est vraiment génial. C'est un petit film attachant, tendre, avec une petite rivalité sympathique, une petite histoire de gamin vraiment très sympa. Une petite comédie qui fait vraiment du bien. Qu'est-ce que j'ai mis? Une comédie sur le divorce qui sent bon l'école des années 90, dans une fiction légère portée par des pré-ados convaincants, au milieu de petites histoires entraînantes de bagarres, d'amusement et de romance. Une sorte de guerre de boutons, vous voyez? Un poil trop long et cru par moments. Oui, alors j'ai remarqué, pour des gamins, je trouve que ça parle vraiment beaucoup de cul. J'étais choqué, j'ai vu ça sur Gulli. Bon, Gulli c'est quand même censé être pour les enfants, même si c'est le Gulli Prime Time, c'est un peu plus pour les adultes. Putain, je me dis, wesh, moi je serais à deux doigts de mettre interdit au moins de 10 ans. Et non, peut-être pas, faut pas exagérer, mais c'est vraiment assez cru quand même. Ça parle beaucoup de cul. Pour des préados, je trouve que bon, la morale sur tout ça, il y aurait peut-être à redire. Les gamins sont peut-être, on pourrait peut-être pas le faire aujourd'hui parce qu'avec les mineurs, parler de cul aux mineurs, c'est illégal quoi. Je veux dire, même en tant que fiction, c'est illégal quoi. Bref, c'est un petit film qui est vraiment très sympathique. Ensuite, j'ai vu le film Phénomène de M. Night Shyamalan. Alors, pour moi, ce film est déjà une catastrophe sur les plantes et sur le vent que je trouve extraordinaire. On a fait des films en nous parlant des sports, vous savez, pour les champignons, de ce qu'il y a dans The Last of Us et dans je sais plus où, il y a des trucs avec les sports des champignons. Dans The Last of Us, le jeu vidéo, là,
la duologie, là, le 1 et le 2. On nous a parlé de tout ça, on nous a parlé de catastrophes naturelles, mais là, la catastrophe naturelle, c'est les plantes qui se vengent des êtres humains. Déjà, ça pourrait se produire, déjà, parce que je crois que scientifiquement parlant, ça, c'est assez convaincant, c'est assez plausible comme catastrophe. Ça pourrait arriver que les plantes, un jour, on voit que dans la nature, certaines plantes se servent du même processus pour emprisonner pour tuer des insectes. On voit, il y a un peu le même procédé chimique entre les insectes et les plantes, ça arrive. Ce que j'aime bien aussi, c'est la façon que sont tués que les gens meurent, quoi, de la façon, en fait, si les plantes se sentent menacées, ils aspirent un espèce de spore et ils deviennent totalement suicidaires. C'est-à-dire que dans leur tête, par exemple, regarde, je prends par exemple, je sais que YouTube, ils aiment pas les suicides, mais c'est un faux suicide YouTube, hein, vous inquiétez pas. Là, j'ai un couteau dans mon cerveau, mon subconscient, enfin, je sais pas comment ça se passe dans le cerveau, il va me dire, non, fais-le pas, tu vas mourir. Et ben là, ça bloque les récepteurs de ce fameux truc de se suicider. C'est-à-dire que là, regarde, moi je prends un couteau, là, elle va me dire, non, tu vas mourir, tu vas te blesser. Sauf que là, les sports, ça te bloque carrément ça te bloque carrément ça, quoi. Ça te bloque carrément le fait de te mettre en danger, là, ça te bloque complètement. Donc du coup, bah, tu te mets en danger et ton but, c'est de te suicider. Voilà, t'as plus ce récepteur pour te dire, eh oh mec, ah, t'es en train de te tuer, t'es en train de te blesser. Donc calme-toi et fais autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, j'ai bien aimé parce que le rythme, il est assez lent, mais il est assez poétique. Ce film, il est très reposant, très poétique, avec le bruit du vent et tout. C'est pas un grand film avec des grands effets spéciaux. C'est pas un film dantesque au niveau des effets spéciaux. C'est pas un film gigantisme. Le gigantisme au niveau des effets spéciaux, un peu à la Guerre des Mondes. Non, là, c'est très discret. Mais ça a son petit pesant de cacahuètes parce que les suicides sont assez frappantes, sont assez choquantes. Quand je vois tous les mecs qui tombent de l'immeuble, ou alors les mecs qui se pendent, ou alors qui se tirent des balles dans la tête, tu les vois, pan. Après, t'en vois un autre, pan, avec un plan de caméra. En plus, je trouve qu'il y a des plans de caméra, ils gèrent bien les suicides. Je trouve que c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, je veux revenir avec vous. Si vous avez des problèmes suicidaires, veuillez, suicide, téléphone. Attendez, c'est pour vous. Je suis obligé de le dire maintenant par YouTube. Suicide écoute, ligne gratuite 24h/24, 01 45 39 40 00. Ou alors il y a le 31 14. Voilà, je voulais vous prévenir pour voilà ces deux numéros, 01 45 39 40 00 ou le 31 14. Bon, j'ai pris les deux premiers trucs sur internet, sur Google, j'espère que c'est les bons les bons trucs, hein. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler suicide. J'ai adoré aussi, c'est le casting Mark Wahlberg et Zoé Deschanel. Mais Zoé Deschanel, mais cette fille, elle est magnifique. Elle a un regard dans ce film. Cette fille, de toute façon, elle est magnifique. Rien que ça, déjà, ça fait un bon film. Non, je rigole. Non, en tout cas, j'ai bien aimé le duo, ce petit couple là que j'ai adoré. Le fait aussi, ils ont deux adolescents avec eux qui se greffent à eux. Puis il y a la petite gamine aussi, parce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, donc ils doivent récupérer la petite gamine que je trouve très attachante. D'ailleurs, la petite gamine, elle est vraiment superbe. Bref, j'ai bien aimé. Et par contre, la finale, je suis un petit peu déçu, je suis un peu frustré du final. Je suis un petit peu frustré du final. Parce que ça se passe, j'aurais aimé que ça se passe autrement, quoi. Attendez, c'est un petit peu brutal, quoi. Bon, j'ai une merde sur mon écran, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, c'est un bon M. Night Shyamalan que j'adore, un petit peu comme Le Village. Moi, j'ai vu pas mal de films, j'adore ce réalisateur, d'ailleurs. J'ai pas vu Trap, son dernier film, là, qui se déroule dans un spectacle, là. Donc, il y a un tueur en série dans un spectacle. Bref, ce film, il est très... Qu'est-ce que j'ai marqué, moi le pitch.
Un film avec une catastrophe naturelle innovante, jamais vue auparavant, avec une plausibilité scientifique qui fait froid dans le dos. Des scènes choquantes, palpables et impactantes. Dans un road trip familial bien construit, au casting principal solide, une œuvre très intimiste du réalisateur. Bref, ensuite j'ai vu le film Les Petites Victoires, qui est pour moi un petit film, un petit bonbon sucré. C'est l'histoire d'une mère, une mairesse, qui doit gérer une petite commune rurale. Ça fait du bien un petit peu de voir de la ruralité. Il n'y a pas que Paname dans la vie, il y a la ruralité aussi. Voilà, ça y est, je suis en train de remixer la chanson. Pour nous parler des écoles d'autrefois, les petites écoles de villages qui sont menacées par les fermetures, par des enculés qui les ferment à l'État. Un bande de fils de pute. Gérée par tout ça, c'est-à-dire elle doit gérer une fermeture de classe, donc elle va trouver un subterfuge pour pas qu'elle ferme. Ils vont tout mettre en œuvre pour que cette école ne ferme pas. Il a un petit côté frustrant aussi, ce film. Enfin, je suis désolé, c'est à force de parler, en fait, ça me prend le nez. Je sais pas pourquoi. Je dois peut-être faire une petite allergie. Il y a un peu de poussière dans ma chambre, donc bon. Je passe pas la poussière non plus tous les jours. Avec un petit casting vraiment attachant, des gamins mignons comme tout. J'ai bien aimé, c'est évidemment Michel Blanc, Julia Piaton. Déjà, elle c'est la mairesse et lui c'est celui-là qui ne sait pas lire. C'est lui qui... Michel Blanc ne sait pas lire, donc il retourne à l'école. Je trouve l'histoire magnifique. D'ailleurs, je l'avais vu en avant-première, donc j'avais vu des... je sais plus qui c'est que j'avais vu qui était présent à l'avant-première à Royan. Je l'avais vu en avant-première, c'était la première fois que je voyais un film en avant-première. Ce film, c'est une petite pépite cinématographique, touchant, attachante, avec une histoire qui touche tout le monde, toute la ruralité. C'est bien fait, c'est bien construit, c'est malicieux dans la façon d'aborder la population, d'aborder cette petite famille rurale là, parce que dans la ruralité, bah oui, c'est vrai que tout le monde se connaît. C'est fait malicieusement bien, c'est drôle, c'est touchant, c'est attachant, avec un casting vraiment hyper mignon quoi. Vraiment, on est happé par cette magnifique histoire. Franchement, c'était l'un de mes films préférés de 2023. J'ai mis un film vu en avant-première à l'époque, hein, qui aborde les thématiques avec beaucoup de subtilité. Donc les thématiques, la ruralité, la ruralité, les petits magasins qui disparaissent, les écoles qui ferment, le manque de médecins. Bref, là, les thématiques abordées dans ce film, et vraiment, c'est fait intelligemment. Et en plus, ça fourmille de vérité, quoi. Et de réalité. Comme l'illettrisme. Oui, il y a le côté l'illettrisme aussi, oui, j'ai oublié d'en parler, c'est le point central du film aussi. Et la déserte locale, tout ça sublimé par un Michel Blanc et une Julia Piaton talentueuse. J'aurais aimé, ouais. Dans un film tendre, sentimental, drôle et rempli d'humanité, avec un casting attachant et un casting parfait. Et une petite musique que j'ai bien aimée. Bref, je vais parler maintenant d'un film un peu plus léger, qui est beaucoup moins bien, c'est Les Secpas au ski, qui avait fait polémique dans les salles par des gros fils de pute qui ne respectent rien. Ah, moi je m'en fous, moi. Maintenant je balance, j'en ai rien à foutre de balancer mes idées politiques à la gueule. Tous ces fils de pute qui foutent la merde dans les salles, mais allez bien vous faire niquer. Ouais, allez bien vous faire cuire le cul. C'est que ça à dire. Bref, Les Secpas, le premier avait un petit concept sympa. Il mettait à l'honneur un peu les Secpas. Moi, personnellement, j'étais en Secpas. Ça ne reflète pas du tout la réalité. Il y en a peut-être un ou deux qui sont un petit peu dans ce mood-là, dans le mood du film. Mais là, c'est extrapolé au maximum. En tant qu'élève de Secpas, ça ne reflète pas du tout ça ne reflète pas du tout le film. Mais bon, il y avait quand même des tirs au flanc dans ma classe, quoi. Je crois que j'ai eu 2 classes différentes dans une classe. Dans l'autre classe, c'était un petit peu comme ça. C'était un petit peu plus cas social que dans ma classe. Parce que moi, j'avais fait un truc de mise à niveau au tout début pour savoir si j'allais dans la classe un peu plus intelligente ou dans la un peu plus conne. J'étais allé dans la classe intelligente. Donc j'étais dans les secpas les moins cons des 2 classes. Parce qu'on avait fait un test au début. Et j'étais dans la classe un petit peu plus normale, quoi, on va dire. Un peu plus dans la normalité, quoi. Bref, en fait, moi, c'est parce que en fait, j'en avais rien à foutre de l'école, donc en fait, je m'en foutais des notes, quoi. Et après, ce qui est bizarre, c'est qu'au collège, après, quand j'étais à la maison familiale rurale pour passer mes 2 CAP et mon BEP, j'avais des super bonnes notes. Bref,
Bref, je suis pas là pour parler de ça. Le Secpa, le premier, avait un concept sympa. Il avait un concept sympa, mais avec des personnages attachants, c'était drôle, c'était bien rythmé, il y avait ah putain, avec un fil conducteur, avec le mec, vous savez, qui fait la fête, la fiesta, il se retrouve je sais pas où, qui était sympa. Là, ils l'ont refait dans le deuxième avec l'ours. Bref, je suis pas là pour parler de Paul et je suis pas là pour parler de ça, quoi. Je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, le 2 est beaucoup moins bien, beaucoup moins fun. Le premier, c'est qu'en fait, ils devaient sauver leur école. Sinon, enfin non, ils devaient s'acclimater, sinon ils se faisaient virer de l'école où ils étaient accueillis. Voilà, et les profs, ils faisaient tout pour les virer, voilà, parce que les profs, ils étaient obligés de les accueillir dans cette école de bourgeois. Bref, il y avait une petite trame narrative qui était plutôt sympathique, assez humaine et tout. Là, dans le 2, c'était assez vain. On reprenait les mêmes et on recommençait, sauf que c'était même les thématiques étaient carrément oubliées. Il n'y avait pas de trame narrative intelligente comme dans le premier où il devait un petit peu se fondre un petit peu dans la masse pour être un petit peu comme les autres. Voilà, ça manquait il n'y avait pas ce petit côté intelligent qu'il y avait dans le premier, parce que dans le premier, comme je vous ai dit, il devait se greffer aux autres, il y avait une différence de culture et tout. Là, dans le 2, là, c'est juste une espèce de course de Jeux Olympiques. Sinon, sinon, le prof, il se fait virer de l'école. Bon, bref, l'histoire est très convenue, très conne. En plus, j'ai trouvé l'humour dans l'ensemble assez lourdingue. On n'est pas dans le mood. Même les personnages en eux-mêmes sont beaucoup moins bien que dans le 2. Si, il y a Doumia, celui que j'ai bien aimé, c'est le père de l'autre, là. Non, c'est même pas le père, c'est le chauffeur de taxi, là. J'ai bien aimé... Ah, merde. Comment ça s'appelle le père. Ah, mais je sais pas, le père Doumia, je sais pas quoi, celui-là qui est dans la série Soda. Bref, je trouve plutôt pas mal, quoi. J'étais vraiment déçu par cette suite que j'ai trouvé assez vaine. Assez vain ou vaine? Je sais pas comment on dit. Les personnages, c'est un peu toujours la même chose. Bon, par contre, j'aime toujours le petit couple, là. Hichem Bougueraba et Emma Smet. D'ailleurs, Emma Smet, je suis amoureux d'elle. Voilà, je vous le dis, j'ai un crush pour elle. J'ai un crush pour toutes les meufs dans les films, moi. C'est pas... J'ai bien aimé, c'est la petite romance aussi entre Ariles et Catalina. Donc, entre Ariles, Amnari et Fovoto. Il y a un petit truc sympa, ça reprend un petit peu la thématique. Vous savez, entre Jean-Claude Duss et puis son moniteur de ski, vous savez un peu, ils ont repris un peu une thématique, enfin un passage des bronzés fonds du ski. Bref, il y a des petits clins d'œil aux bronzés fonds du ski. Mais dans l'ensemble, je suis un peu fait chier, il se passe pas grand-chose. Hormis le dépassement de soi, cette suite est vraiment en deçà du premier. L'humour dégringole en qualité, ça devient lourdingue. Ils avaient un petit concept sympa, mais ils ont acculé leur potentiel en tirant trop sur la corde. Le casting sauve les meubles, quelques refs geeks sympas. Oui, il y a quelques petites références geeks assez sympas, d'ailleurs que j'ai un peu oublié, je vous l'avouerai. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu première année. J'ai vu Première année, qui est pour moi un film qui fourmille de vérité sur la première année de médecine que doivent endurer les candidats, les élèves, qui est vraiment psychologiquement parlant, c'est c'est limite de l'harcèlement, tellement il y a de l'acharnement de travail. Bref, ils poussent les candidats à fond, c'est limite de l'harcèlement moral, même s'il y a du dépassement de soi. C'est exagéré dans tous les sens. De prendre par exemple les 120 meilleurs, etc. Mais je pense qu'en fait ils font ça pour éviter qu'il y a des problèmes, des diagnostics, des faux diagnostics. Vous savez, quand ils deviennent médecins ou chirurgiens, ils veulent le haut level pour éviter des problèmes de santé publique. C'est peut-être possible pour ça qu'ils le font. Bon, là-dessus, ok. Mais niveau mental, c'est limite de l'harcèlement moral que subissent ces élèves. Il y a le surpassement de soi. Un peu comme le film Kaizen dans Inox Tag. Donc là, sauf que là, c'est plus psychologique que physique. Même si dans Kaizen, un an pour gravir l'Everest, il y a aussi de la psychologie. Hein. C'est beaucoup de la psychologie aussi. Enfin bref, là, c'est plutôt psychologique que physique. Même si les deux se concordent ensemble. J'ai adoré le casting. J'ai adoré le déroulement de cette histoire, de ce fil conducteur sur toute une année. J'ai beaucoup aimé
l'année passée, avec ces deux personnages, cette amitié ultra sincère. J'ai adoré l'amitié qui se dégage de ce film. Il y a une amitié vraiment très profonde. Bon, ils sont pas homosexuels, hein, c'est juste une amitié deux hommes, voilà, une amitié classique quoi, entre deux hommes quoi, hétérosexuels. Vincent Lacoste, William Legbill, excellent. Ils excellent tous les deux. Ils surplombent le film quoi. Il y a la petite asiatique aussi que j'ai bien aimé, qui est là un peu la enfin pas la colocataire mais la voisine de celui qui joue l'acteur qui joue William Legbill, donc Benjamin Sidbon. Bref, c'est un petit film, un petit bijou que moi personnellement j'adore. Je vais vous dire au revoir maintenant. J'espère que ça vous a plu. Pensez à commenter, liker, partager, activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains podcasts ou pour de prochains lives, pour de prochaines critiques cinéma. Avant de vous dire au revoir, je vais réuploader la critique que j'ai faite sur Kaizen. Je vais le mettre à la suite. Et une fois que vous aurez ma critique sur Kaizen, on se laissera là, vous et moi, on se laissera là parce que je vais pas redire une redite de ce que j'ai dit hier sur mon weekly vlog. Donc je vais faire je vais faire un petit montage et je vais rajouter la critique de Kaizen à la fin de ce retour sur les 10 derniers films que j'ai vus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça a duré moins longtemps. On a parlé de Kaizen. Enfin, vous allez voir que j'ai parlé de Kaizen. Première année, les Sekpowski, les petites victoires, Phénomène de M. Night Shyamalan, Génial, mes parents divorcent, La guerre des mondes, Beetlejuice, Neuilly sa mère, L'emmerdeur, Titan, Vice versa 2, L'été de Kikujiro, Papy fait de la résistance et Monk le retour. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 films. Au lieu de 16. Désolé pour le générique, il y aura marqué 16 films. Eh ben, mais bon, vous le savez. Allez, ciao et bye bye. Et je vous laisse tout de suite avec la petite critique que j'ai fait sur Kaizen, que vous avez peut-être sûrement déjà vu avec mon weekly vlog, mais je vais pas faire une redite de ce que j'ai déjà dit. En plus, c'était une critique à chaud, donc j'ai pas envie de fausser un petit peu mon avis. Allez, ciao et bye bye. Et portez-vous bien. Et j'espère que la critique sur Kaizen vous plaira ou vous replaira. Je sais pas comment on dit si vous l'avez. Ouais, c'est en replay quoi. En fait, je vous fais une ellipse en replay. Allez, ciao, bye bye, à plus. Et dites-moi dans les commentaires les films que j'ai vus, si vous avez aimé, si vous avez testé, ce que vous pensez de mes critiques et de ces vidéos, en général. Ciao et bye bye, à plus. Bon, bah je viens de finir de voir Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, par le youtubeur Inoxtag, qui a fait l'un de ses rêves les plus chers de gravir l'Everest. Bon, il a dû gravir d'autres montagnes pour en arriver là. Mais en tout cas, je suis passé vraiment par toutes les émotions. C'est bien réalisé, c'est bien mis en scène. Les paysages sont somptueux. On voit que ça a été filmé vraiment avec beaucoup de professionnalisme. Les paysages, on passe vraiment par toutes les émotions, par tous les moments de doute de Inoxtag et de son équipe et des Sherpa. Vous savez, c'est ceux-là qui secondent un petit peu les alpinistes qui veulent faire l'Everest, qui les aident, les Sherpas, voilà, les Sherpas. C'est eux qui aident un petit peu les alpinistes un petit peu à faire le sommet de l'Everest, à gravir le sommet de l'Everest, un petit peu pour les soulager dans leur quotidien, pour un petit peu alléger un petit peu leur ascension, quoi. Franchement, honnêtement, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a un beau message, une belle morale, une bonne philosophie de vie. On nous dit qu'il faut jamais lâcher, même dans les doutes, même dans les moments difficiles. Il faut jamais lâcher. À un moment donné, il dit quand même qu'on peut le faire si on est en difficulté. Enfin, à un moment donné, il dit qu'on peut quand même on peut aussi lâcher, mais dans tous les cas, il faut quand même se surpasser. On peut lâcher, mais il faut quand même se surpasser avant de lâcher. Si vraiment on est vraiment dans notre dernier souffle, en difficulté maximum. Dans les derniers doutes, on peut lâcher, mais il faut quand même faire l'effort de lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si vous êtes au sommet de ce que vous pouvez plus le faire, là, et que vous vous mettez en danger, là, vous pouvez arrêter. Mais si, par exemple, vous pouvez continuer, votre vie n'est pas en danger, vous pouvez
vous pouvez, vous devez continuer pour arriver à votre but, à vos objectifs. Voilà. En tout cas, j'ai adoré. Je trouve que bon, en tant que, j'allais dire, jeu d'acteur, bah non, c'est pas un jeu d'acteur, c'est la vraie vie. d'Inoxtag, il joue vraiment bien. La réalisation, comme je vous ai dit, est vraiment superbe. Les plans de caméra et tout, il y a vraiment du taf derrière. Franchement, c'est un documentaire avec une putain de morale. Un petit côté aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est un petit côté très spirituel comme film. C'est un film très spirituel. Un film vraiment sur le surpassement de soi. Nous dire aussi qu'il faut lâcher nos téléphones, nos ordinateurs. Donc ça met c'est une bonne ligne de conduite pour la nouvelle génération qui est toujours sur son ordinateur, sur son portable ou sur sa console, de lâcher tout ça, de lâcher un peu les écrans et de vivre nos rêves. Je trouve que franchement le message que porte ce film est magnifique. Et après savoir si c'est un documentaire, si c'est juste un vlog ou juste ce que c'est du cinéma ou pas, on s'en bat littéralement les couilles. Pour moi, se poser ce genre de questions, c'est être très con et d'avoir rien compris à ce film. Pour moi, se poser ces questions, c'est juste être une grosse merde qui a rien compris à ce film. Voilà. Et ceux qui critiquent le film, qu'il est en mode qu'il est imbu de sa personne dans le film, il est juste humain, il a des moments de doute, des moments des moments où il hésite, il a des moments de faiblesse, des moments très sincères, des moments aussi où il lâche prise, et où il lâche complètement son corps, son corps, il est complètement hors de lui, son esprit, il est hors de lui, donc il y a des moments, il est peut-être un petit peu insupportable. Oui, il y a peut-être un ou deux moments, il est peut-être un petit peu, voilà, quand il veut lâcher prise et tout, quand il veut tout lâcher, ou au contraire, quand il motive son équipe, oui, c'est l'être humain qui est comme ça, je suis désolé. Est-ce que c'est un film pour le cinéma? Bien sûr que oui, je trouve que c'est un beau tremplin pour les salles de cinéma, ça fait pas mal de sous pour les salles de cinéma, même si ça a duré que 2 jours, et même si ça a fait 500 écrans au lieu de 300, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de la chronologie des médias? Grâce à ce film, ça a rapporté des sous et ça a financé le cinéma français. Donc, qu'est-ce qu'on vient casser les couilles parce qu'il a fait 500 écrans au lieu de 300 et il est dans l'illégalité? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, hein? Franchement, honnêtement, il y en a, ils disent que c'est un ego trip plus qu'un road trip. J'ai envie de vous dire, faites-le, vous serez même pas capable de faire le sommet de la dune du Pilat. Bande de connards, va. Ah, ça, c'est sûr que les gauchistes, les gauchias, ça, ils vont pas aimer le film, hein. Alors, eux, ils sont dans l'échec, dans la médiocrité. Voilà, on les voit sur Twitter, toujours gueuler, nanani, nanana. On voit un peu tout ce qui se passe un peu sur Twitter, hein. À toujours gueuler, à toujours remettre la faute sur les autres. C'est jamais de leur faute. Bon, enfin bref, on va laisser passer l'extrême gauchias de côté. Bref, là, on parle entre vrais humains, un minimum d'esprit, un minimum de jugeote dans la tête, y compris les filles, hein. Je vous mets dans le même lot. En tout cas, je trouve que c'est franchement un super film qui mérite sa place au cinéma, qui mérite sa place en Blu-ray, en 4K, en DVD, bon VHS peut-être pas, faut pas déconner. En tout cas, Inoxtag, franchement moi tu m'as surpris. J'ai eu mes petites larmes aux yeux à la fin. J'ai préféré. Alors par contre, je trouve que le montage était peut-être un peu mieux rythmé et plus intense dans la montagne juste avant le mont Everest, le mont Everest. Mais en tout cas, oui, j'ai une petite préférence. Je trouve que une plus grande sensibilité au niveau de tout ce que t'as enduré dans dans la seconde montagne la plus dangereuse après l'Everest. J'ai trouvé c'était peut-être encore plus intense que l'Everest en lui-même. Mais en tout cas, Inoxtag, bon, même si j'ai foutu mon bloqueur de pub, parce que j'ai pas envie de me faire chier avec ta pub de merde. Et aussi, bon, c'est vrai qu'avec The Tekeri, là, The TK, là, tu l'as lâché un peu comme un malpropre. T'as pas voulu de lui pendant la projection. Ça, j'ai trouvé ça dommageable. Voilà, je voulais te le dire. J'ai trouvé peut-être le rythme, peut-être le montage, peut-être un petit peu moins intense dans l'Everest, alors que c'était le point central de ton film. Bon, là-dessus, bon,
Voilà. En tout cas, Inoxtag, félicitations à toi. T'es un mec de 21 ans, enfin maintenant 22 ans, exceptionnel. T'as 22 ans, mais t'as 40 ans dans ta tête. Un esprit de 40 ans. Un côté Kaizen, shonen, j'ai adoré ce film, pour moi, est une réussite. Il faut se dépasser, et le dépassement de soi est très important. Le message est bien retenu. Bon, sur les portables et tout, t'as mis une petite fleugie à la génération actuelle, et même aux trentenaires, quarantenaires comme moi. Enfin, moi, j'ai 36 ans, donc j'ai encore trentenaire. Alors, niquez vos races si vous me donnez 40 ans. Non, je rigole. En tout cas, super film. T'es un super gars. Superbe équipe. Mise en scène. La mise en scène, la réalisation, la réal pour nous faire voir les plans de caméra, les moments de doute, de rire, de pleurs. C'est génial, c'est du cinéma. Personnellement, je trouve que c'était super bien filmé, digne d'un film au cinéma. Après, est-ce que ça fait plus vlog et tout? Qu'est-ce qu'on s'en fout, mec? Mais fermez vos gueules au lieu d'écrire de la merde. En tout cas, mec, chapeau bas. En tout cas, je suis content d'avoir fait cette petite critique sur mon weekly vlog. Voilà, je suis encore sur mes putains d'écran, voilà. Mais bon, là, c'est pour donner du positif à ce mec. Et j'espère, mec, tu vas faire des projets, j'allais dire, encore plus haut, encore plus fort. Non, parce que tu nous dis clairement que c'est pas le but de faire encore plus haut. Ah oui, j'ai bien suivi ton film, hein. En tout cas, mec, félicitations à toi. Bande de fils de pute de rageux, allez, viens niquer vos mères. Et sinon, bah, j'espère que tu vas continuer dans tes vidéos à t'éclater sur YouTube, sur Twitch, et nous proposer des dingueries comme tu l'as fait. J'espère voir un second film de toi. Évidemment, j'aurai un bloqueur de pub. Allez, mec. T'es un gars bien. Et ton film est superbe, et toute ton équipe. Et putain, par contre, il y a des moments à la fin, des décès et tout. Wow, frérot, là, on était vraiment dans l'horreur pure et dure, alors que c'est un documentaire. Donc, mec, et toute l'équipe, le réalisateur, je sais plus comment tu t'appelles, mec. Mais en tout cas, attendez, je sais même plus. Quel est le réalisateur? Par contre, mec, si t'as pas mis le réalisateur, franchement, c'est pas cool. Basile Mono. T'es un putain de réalisateur, mec. Produit par Inoxtag, producteur exécutif Samy Bouissier. Voilà. Chef monteur, Quentin Eden. Bon, bah, je suis en train de lire un peu ta description sur YouTube. Bah, mec, tu vois, ça me cassait les couilles de regarder de la publicité sur ton YouTube. Si tu fais un deuxième film, j'irai voir ton film. À part si mon cinéma fait un peu les enculés et il le diffuse pas, mec, j'irai voir ton prochain film. Bon, si ça parle sur un truc de merde, je m'en fous, quoi. Mais si c'est un délire comme ça, du surpassement de soi, ou même un délire un peu dans le même genre, je regarderai. Mec, Kaizen, 1 an pour gravir l'Everest, mec, comme ça. Voilà, j'ai que ça à dire. 10 minutes. Super, mec, en tout cas. Everything is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah, everything is good. The little flaws are understood to be good.